il faut être humble ou le vrai champion est humble, c'est un des préceptes, tu vois, qui fait beaucoup de mal à la performance française. Avec son podcast Extraterrien, Barthélémy a interviewé les meilleurs athlètes français et internationaux. Dans cet épisode, j'ai voulu comprendre comment leurs secrets de performance peuvent s'appliquer à notre quotidien. Écoute, on va prendre le cas de Roger Federer. C'est une masterclass de self-control et de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Beaucoup d'athlètes de haut niveau font une grosse dépression après une grosse victoire. Le champion, c'est avant tout un expert de lui-même. L'entrepreneur, c'est un champion des autres. Il y a encore 6 ou 7 ans, tu prenais de la coke et aujourd'hui tu es qualifié pour les championnats du monde d'Aerox. Je pense que j'étais à un niveau 9 sur 10, tu vois, d'horreur psychologique. À quel point c'est douloureux de changer. Déjà, si tu pouvais nous donner le top 3 des choses que tu as appris avec ces 400 interviews, que tu as mis en place dans ta vie de tous les jours et que tu nous recommandes, ce serait quoi ? Même moi, après avoir interviewé 400 champions, avoir interviewé une centaine de coachs, il m'a parlé de choses dont j'étais toujours pas au courant. C'est qu'il s'est fait... Les amis, avant de commencer l'épisode, j'ai un problème à vous confier. Les vues explosent en ce moment, mais vous êtes seulement 10% à être abonnés. Alors j'aimerais vous demander de vous abonner si vous aimez ce qu'on produit. Si vous le faites, c'est simple, vous ne raterez plus aucun épisode et vous m'aiderez à convaincre les meilleurs invités. Vous pouvez aussi mettre 5 sur 5 en cliquant sur évaluer l'émission à poil et sans filet sur votre plateforme audio préférée. Ça nous aide beaucoup et ça vous prend que 2 secondes. Merci à toutes celles et ceux qui vont le faire. Grâce à vous, on casse tout en ce moment. Et n'hésitez surtout pas à me dire quel sujet ou invité vous aimeriez qu'on traite. Je reprends l'épisode. Quelle différence tu fais principalement entre un sportif de haut niveau et un super entrepreneur, un super dirigeant ? Ouais, j'aime beaucoup cette question parce que on voit souvent des passerelles un peu galvaudées, tu vois, entre les deux, en disant tiens, il y a plein de points communs entre les entrepreneurs et les sportifs, et prendre le contre-pied, de prendre les différences. Moi, j'en vois deux principales. La première, c'est que le sportif de haut niveau, pour la grande majorité, leur objectif dans la vie, c'est d'être très bon, d'être la meilleure version d'eux-mêmes à un instant T précis qui est généralement prédéfini à l'avance, dont ils ont le calendrier tout à l'avance, avec par conséquent tout un cycle de progression et tout un calendrier d'évolution avec des checkpoints à valider pour être au top niveau ce jour-là. Une finale olympique, un tournoi, un match en particulier. Alors bien sûr, il y a de plus en plus de sports où il y a une densité de matchs. On parlait un petit peu de tennis en antenne. Ça fait partie des sports où il y a le plus de compétition, le plus de matchs, et les joueurs sont extrêmement sollicités. Donc eux, ils se rapprochent encore d'autant plus des entrepreneurs. Mais pour plein d'autres sports, finalement, leur saison, elle va se dérouler sur 2 courses, 3-4 courses qui sont vraiment importantes. Tous les sports d'athlétisme, par exemple. À l'inverse, l'entrepreneur, lui, c'est vraiment un effort de résilience, d'endurance, où généralement du lundi au samedi, voire au dimanche, on travaille beaucoup d'heures par jour, et on se rend compte que de plus en plus d'entrepreneurs d'ailleurs se tournent vers les sports d'endurance parce que la résilience, la capacité à fournir beaucoup d'efforts dans la journée, avoir des gros volumes d'entraînement, des gros volumes de travail, ça leur fait pas peur, et finalement se préparer pour un événement, si ça nécessite beaucoup d'entraînement, c'est complètement ok. Et en fait, ça leur remet du piment dans leur vie aussi d'entrepreneur, de devoir se préparer pour une compétition et se dire tiens, j'ai 6 mois, 1 an pour être au top ce jour-là, et pour parler et avoir accompagné même quelques entrepreneurs, en fait c'est ce qu'ils apprécient, c'est d'avoir à nouveau un petit challenge du jour J, et c'est un peu quelque chose qu'on perd après 5 ans, 7 ans, 10 ans d'entrepreneuriat. Il y a un petit peu la lassitude où toutes les journées finalement finissent par se ressembler. Il n'y a plus le premier deal, il n'y a plus la première levée de fonds, il n'y a plus le premier rendez-vous bancaire, tu vois. Le premier recrutement. Ouais, exactement. Tu vois, on perd un peu cette saveur-là. Donc la première différence, ça va être prêt pour le jour J versus je fournis un effort quotidien avec beaucoup de résilience et beaucoup d'endurance. Le deuxième point très différenciant, et je pense que c'est important de mettre tous les conseils ou toutes les expériences qu'on va évoquer par la suite dans cet épisode, de les mettre en miroir par rapport à ce que je vais dire là tout de suite, c'est que le champion, c'est avant tout un expert de lui-même. Il connaît parfaitement son corps, il connaît parfaitement ses émotions, ses réactions, ses muscles, ses sensations.
Donc c'est un champion très auto-centré. Je trouve l'entrepreneur, il est beaucoup plus, c'est un champion des autres. Parce qu'il doit convaincre des clients, il doit convaincre des gens de travailler pour lui, il doit convaincre potentiellement des investisseurs, des actionnaires, etc. etc. Donc l'entrepreneur, il est beaucoup plus tourné vers l'entourage parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas se construire seul. Alors bien sûr, l'athlète de haut niveau, il ne se construit pas seul, mais il a beaucoup de gens quand même à son service, là où l'entrepreneur, il doit quand même motiver les autres pour travailler sur un projet beaucoup plus commun et que chacun s'empare de la vision du projet. Donc un expert de lui-même, l'athlète de haut niveau, c'est un expert de lui-même. Et à l'inverse, l'entrepreneur, je trouve que c'est plutôt un expert des autres, avec beaucoup de compétences linguistiques, sociales, interpersonnelles qui sont très développées. C'est marrant que tu le vois comme ça, parce que moi j'aurais dit que... et d'ailleurs, de plus en plus, le parallèle que je fais, moi, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs stars. On est dans une époque où l'entrepreneur devient une star, comme les athlètes, tu vois. C'est l'ère The Family, tu vois, c'est ce qu'a réussi à créer Oussama Ammar, Alice et Nicolas à cette époque-là. C'est vraiment Entrepreneur is the new hero, quoi. Et donc, on a de plus en plus de figures, tu vois, dans notre écosystème de tech. Ça va être beaucoup, tu vois, des Guillaume Moubège, des Thibaut Elzière. Et puis, aux États-Unis, évidemment, c'est Elon Musk, c'est Jeff Bezos, tous ces Américains-là, Zuckerberg ou maintenant le patron tu vois, d'OpenAI. Est-ce que du coup l'entrepreneur est en train de devenir la nouvelle star, même au-dessus des sportifs selon toi? C'est une bonne question. Je me mouillerai pas là-dessus. En tout cas, je pense que on se rend compte que les entrepreneurs ont beaucoup de choses à dire, qu'elles créent une certaine forme de mythe entre le pouvoir, l'argent, la capacité à rassembler beaucoup de gens autour d'eux derrière un projet. Euh, et je trouve que dans les histoires d'entrepreneurs aussi, on peut avoir tendance à beaucoup plus se ressembler, ou en tout cas, enfin, comment dire, trouver des points communs, notamment parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de règle du jeu. Un sport, c'est très simple, hein, c'est une ligne de départ, une ligne d'arrivée, un coup de pistolet, et le premier qui arrive, tu vois, et des règles qui sont toujours très très définies, très claires. Dans l'entrepreneuriat, on peut créer ses propres règles, on peut créer son propre sport, et donc la personne qui peut-être a démarré avec une jambe en moins, un parcours beaucoup plus compliqué, une histoire aussi très atypique, et ben elle peut en fait devenir inspirante pour plein d'autres gens qui lui ressemblent. Là où le sportif de haut niveau, comme c'est des normes, c'est très normé, c'est très cadré, généralement on se rend compte que les parcours sont très souvent les mêmes, et il y a moins de parcours atypiques parmi les athlètes de haut niveau. Il y en a, bien sûr, et j'aime bien les mettre en lumière sur LinkedIn dans mon podcast. Mais ça reste que, tu vois, sur des sports très traditionnels, tu prends le foot aujourd'hui, tu prends 100% des joueurs de l'équipe de France qui vont jouer la Coupe du Monde dans quelques jours. Leur parcours se ressemble quand même de très très près, tu vois, les uns les autres. Donc il y a aussi moins le côté où on peut s'identifier à ces gens-là parce que à 15 ans ils étaient en centre de formation, à 16 ans ils étaient déjà pros, etc. etc. Là où dans l'entrepreneuriat, tu as des gens qui commencent tôt, des gens qui commencent tard, tu as des gens qui ont certains handicaps, il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale. Il y a beaucoup plus, il y a un spectre de gens beaucoup plus large qui fait que aujourd'hui, effectivement, les entrepreneurs sont plus starifiés. Voilà. Bah écoute, c'est cool parce qu'effectivement, dans une deuxième partie, j'ai envie qu'on parle, rester là, jusque-là pour parler de ces anti-héros à la fois sportifs et entrepreneuriaux. On va prendre des exemples assez précis qui, à mon sens, effectivement, nous ressemblent plus que le parcours un peu classique de la tech. Et, en fait, le parcours classique, quand même, dans l'entrepreneuriat, moi, je peux trouver le parallèle avec le centre de formation, ça va être peut-être le mec d'école de commerce, tu vois, voire de très grandes écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs qui, à la fin, a fait du conseil, et puis après, qui part faire de la start-up et qui lève des fonds. Tu vois, ça peut être quand même un peu ça, je trouve, l'archétype. Mais on parlera du coup un peu des anti-héros après. Ma question, quand même, avant ça, c'est tu as interviewé 400 athlètes, tu vois, de plein de disciplines. Qui sont ceux qui t'ont le plus impressionné et pourquoi? Récemment, j'ai interviewé Kevin Meyer, qui m'a beaucoup marqué. Donc pense. C'est alors, il est biathlète? Non, pardon. C'est un décathlonien. Décathlonien, on va chercher le nom. Décathlonien, il a été deux fois Blond beau champion. gosse. Ouais, exactement, blond beau gosse, 2 fois champion du monde de décathlon.
vice-champion olympique et recordman du monde en France à Talence pour sa seule compétition qu'il a jamais eue en France, du décathlon. Et le décathlon, c'est un peu vu dans l'athlétisme comme l'athlète ultime, parce que forcément il y a 10 sports. Alors si on rentre dans le détail, c'est quand même 10 sports très orientés sur l'explosivité et la puissance. Il y a très peu d'endurance physiologique et peut-être certains sports enfin certaines adresses physiques un peu moins développées, mais ça reste en tout cas déjà on le voit, c'est quand même c'est un surdoué du sport. C'est-à-dire que on aurait pu le mettre dans beaucoup d'autres sports, il aurait été très bon. Il fait du golf, il fait du basket, et il est très 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 loin d'être mauvais. Donc c'est un peu un surdoué du sport, ça c'est sûr. Et puis aussi d'un point de vue intellectuel, et ça c'est je pense une théorie que j'ai, que je vais développer juste après, mais d'un point de vue intellectuel, il est vraiment allé chercher très loin dans beaucoup, beaucoup de disciplines, et dans des disciplines dont même moi, après avoir interviewé 400 champions, avoir interviewé une centaine de coachs, il m'a parlé de choses dont j'étais toujours pas au courant. Et notamment, lui, ce qui m'a vachement marqué chez lui, c'est qu'il s'est fait désinhiber de tous ses réflexes archaïques. Qu'est-ce que c'est qu'un réflexe archaïque? Je te donne un exemple très simple. Imagine, je prends mon doigt et je le pose sur ta colonne vertébrale, je te demande de fermer les yeux et je vais descendre. Est-ce que si on t'a déjà fait ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou de voir quelqu'un qui va sursauter à un moment donné sur une vertèbre en particulier? Tu vois, ou si jamais je te touche le genou ici, tu vas bouger. Oui, Ou bah, si jamais je te touche oui, sous les oui. côtes, Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est quand tu tapes là, et bah là, dire, je viens de le faire. Alors, je peux pas parce que j'ai une jambe à moitié. Mais voilà, c'est ça. ou si je te touche sur les côtes, ça va toucher un nerf et tu vas sursauter. Ouais, ouais, Tu vois, je vois bien, très bien, ouais. ben, ça, c'est des réflexes archaïques. Ok. Et ben lui s'est fait désinhiber de ses réflexes archaïques. Pourquoi? Parce que alors je sais pas à quel point j'ai pas lu assez les études scientifiques sur le sujet, mais il semblerait que de la part de certains physio, kiné, ostéo, le plus tu es sensible aux réflexes archaïques, le plus ton corps en fait emprisonne de l'énergie pour se libérer et avoir une liberté de mouvement la plus libre et la plus détachée possible. Et donc lui, comme il a envie en fait d'être le plus souple, d'être le plus mobile possible, d'avoir le plus de liberté dans son corps, il s'est fait désinhiber de tous ses réflexes archaïques. Bah tu vois, j'avais jamais entendu ça chez aucun autre athlète de Incroyable. haut niveau. Il est allé hyper loin, il s'est intéressé aux fréquences audio qui lui permettent au cerveau de récupérer plus facilement. Donc tu sais, tous les Brain FM, les 432 Hz, ce genre de musique-là, en fait, qui te permettent de faire redescendre le système nerveux plus rapidement. Donc, et il a un niveau du coup de connaissance qui est extrêmement élevé. Et en fait, lui, c'est très dur de bosser avec lui. Et beaucoup de gens le reconnaissent parce qu'en fait, s'il ne tombe pas sur des gens qui ont un niveau d'excellence, de performance aussi élevé que lui, bah ça va pas matcher. Et ne serait-ce que, en fait, lui, c'est un immense curieux. S'il n'est pas chez des gens, s'il travaille pas avec des gens qui n'ont pas ce niveau de curiosité-là, bah, au bout de 2 semaines, il leur dit au revoir, en fait. Donc, il faut être capable de suivre ces athlètes-là. Ouais. Mm. Oui, c'est ça. C'est effectivement, c'est vraiment la star, quoi. C'est la star et la diva, comme peut y avoir dans les artistes, et qui du coup a un niveau de génie qui devient aussi insupportable par moment, et en même temps qui fait qu'il est ultra fort, quoi. Ouais, exactement, exactement, il y a ça. Et je termine juste, du coup, j'ai une petite théorie là-dessus que j'aime bien dire, c'est il y a plusieurs types de performeurs. Il y a les performeurs très constants, très calmes, très disciplinés. Peut-être le Djokovic, tu vois, qui arrive à dégager une espèce de sérénité tout le temps, force de travail très impressionnant. Et dans les autres performeurs, il y a tous ceux qui sont beaucoup plus inconstants, tu vois, qui vont faire beaucoup plus de coups d'éclat, qui vont avoir besoin de décompresser de manière beaucoup plus forte. Nick Kyrgios dans le tennis, par exemple. Ouais, Qui exactement. peut arriver en finale de Wimbledon, gagner Mm. Roger Federer ou Nadal, mais qui derrière refini 300e mondial au milieu. Exactement, mais qui restent des joueurs magiques et qui nous font vibrer devant notre télé. Tu vois. Parce que je pense qu'ils sont aussi plus humains, hein. Ouais, 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 il y a une part plus humain, il y a une part, on sent qu'ils ont plus de névrose aussi, des choses peut-être parfois à travailler. Mais en tout cas, une des constantes que je vois entre les deux profils, c'est que finalement, ceux qui arrivent à durer dans le temps et ceux qui ont des carrières très longues, ce sont généralement ceux qui ont cette intelligence sportive du corps, vraiment de l'intelligence dans l'espace, mais qui ont aussi toutes les autres formes d'intelligence qu'on peut voir, interpersonnelle,
linguistique, mathématiques, curiosité, tu vois, et qui s'intéresse à plein de sujets, et on le voit pour moi, dans les sportifs qui ont marqué un peu l'histoire, ou tu vois typiquement une Amélie Mauresmo, meilleure joueuse française, numéro 1 mondial, Wimbledon, qui aujourd'hui est présidente de Roland Garros, Tony Estanguet, 3 fois champion olympique, tu vois, Président du comité olympique, qui a du porté les comité JO. olympique. Ouais. Moi, je suis sûr que tu vois, on le verra avec un Martin Fourcade, on le voit avec un Platini. Teddy Riner. Ouais, exactement, tu vois. Et Laura Flessel aussi, tu vois, qui a été. Cyril Gann, qui est dans le MMA, c'est sûr aussi. Tu vois, J'adore. exactement. Ceux qui arrivent vraiment à durer dans longtemps, on sent que ils ont un niveau de curiosité où ils ont envie de rebondir dans d'autres choses et de faire d'autres choses là. Et ça, c'est hyper intéressant. Souvent dans le business d'ailleurs, hein, et bon, ça, il y a évidemment un million de cas sur les sportifs les plus riches et tout ça. Tu vois, d'ailleurs, c'est marrant, dans le rugby, c'est un gars que j'aimerais bien avoir, je pense que toi aussi, j'imagine, mais Gaël Ficou, qui Ouais. jouait en équipe de France, lui, il est entrepreneur, il fait du business en même temps que sa carrière sportive. Tu vois, il a lancé pas mal de restos, il a fait Gueuleton, il a un autre resto dans le 8e. Il a une agence de com, enfin c'est assez étonnant. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que du coup il est pas en train de foutre en l'air sa carrière sportive? Non, je pense qu'au contraire, tu vois, il est en train de nourrir toutes ces intelligences. Et de la même façon, un entrepreneur doit, enfin, selon moi, et encore, j'aime pas utiliser le mot doit, beaucoup d'entrepreneurs arrivent à être monomaniaques sur leur boîte, mais une des façons de durer, notamment quand on perd un peu la flamme, c'est aussi de se désidentifier uniquement de sa boîte ou de son sport et d'aller chercher une autre identité ailleurs. Ça peut être dans la parentalité, ça peut être dans une passion musicale, théâtre, artistique, quelle qu'elle soit, ou dans un travail manuel. Tu vois, on en voit beaucoup aussi des entrepreneurs qui se relancent dans des projets un peu beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus terrain. Euh, et je pense que ça permet en fait de te nourrir autrement. Et beaucoup d'entrepreneurs sont quand même des gens qui ont des. Quand je dis intelligence, c'est pas apprendre au terme, c'est des génies ou quoi, mais en tout cas, ils ont besoin de nourrir plein d'aspects de leur personnalité, de nourrir leur curiosité. Et si elles sont pas nourries, bah finalement, en fait, ils finissent par être beaucoup moins motivés, beaucoup moins stimulés. Et je pense qu'un Gaël Ficou, c'est exactement la même chose. Une des façons pour lui de durer, en fait, c'est d'aller chercher plein d'autres choses. Un autre exemple dans le tennis, c'est Gaël Monfils, tu vois, qui lance une chaîne YouTube. Tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah ouais, mais en tout cas, il a un record. Il a peut-être qu'un record, Gaël Monfils, mais c'est quand même un record exceptionnel. C'est le plus vieux joueur de tennis à avoir gagné un tournoi ATP. Donc si c'est pas une belle preuve de longévité, c'est quand même, c'est quand même très beau, quoi. En tout cas, Euh, premier mythe déconstruit, parce que c'est aussi une première partie que je voulais avoir avec toi, c'est tous ces mythes qu'on a sur la performance, qu'elle soit sportive, qu'elle soit entrepreneuriale, business, etc. Et donc le premier, c'est en fait, il faut pas être monomaniaque pour réussir, on peut nourrir plusieurs intelligences, c'est pas mal. En revanche, tu vois, pour avoir parlé avec différents experts de la performance à l'INSEP, des gens qui ont accompagné vraiment plusieurs champions olympiques, tu vois, tu as je pense à un préparateur de physique, Aurélien Broussal, qui a été préparateur physique en haltéro, en vélo, en cyclisme, en escrime, en judo, sur des équipes de France, des équipes anglaises, sur des équipes russes. Enfin, il est allé vraiment, c'est un type pendant 15 ans de sa vie, il a fait que ça. Euh, un des trucs qui m'a dit, et je l'ai beaucoup retrouvé, c'est malgré tout une capacité à l'isolement pendant une période de temps nécessaire. Tu vois, si t'es pas capable pendant 6 mois, 1 an, de te mettre à fond dans ton projet, de te couper un peu du reste, pour vraiment aller à fond sur ce sujet-là, c'est un peu plus difficile. En tout cas, c'est un avantage. Cette capacité à l'isolement, c'est vraiment un gros avantage. Focus, tu veux dire? Ouais, et pas forcément toute ta vie, mais effectivement, ouais, effectivement, t'appelles ça le focus, mais pour les sportifs, c'est peut-être de l'isolement, de rester très concentré sur ce qu'ils font. Et c'est une des passerelles qu'on pourrait faire entre les deux. Un mythe qu'on a fréquemment, c'est que pour être heureux, il faut réussir. En tout cas, on va être heureux enfin quand on aura réussi. Tu vois, je pense que c'est très fréquent dans l'entrepreneuriat. Il y a ce mythe de je vais devenir millionnaire et je serai heureux quand je serai millionnaire, ou quand j'aurai monté la boîte à ce niveau de réussite, ou quand je serai champion de tel sport ou quoi, tu vois. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que tu as constaté parmi les plus de 400 interviews que tu as faites ça, ou est-ce que plutôt l'inverse?
Alors, ta question, c'est est-ce que. Est-ce que tu es heureux en ayant réussi, quoi? Est-ce que les gens sont heureux une fois qu'ils ont réussi, ou plutôt est-ce que, au contraire, parfois, même limite, ils ont une dépression après la réussite, ou ils ont une perte de sens après la réussite, ou tu vois, c'est quoi ton avis Si vous êtes entrepreneur, votre compte Instagram devrait vous ramener des clients. Mais souvent, il dort. Le problème, ce n'est pas juste de poster, c'est d'aller chercher les bonnes personnes tous les jours. Celles qui suivent vos concurrents, votre niche, votre ville. Et ça, personne n'a le temps de le faire à la main. C'est là qu'intervient InstaFrenchy, la boîte de mon pote Mathieu Montfort. Ils font ce travail pour vous. Chaque jour, leur techno attire les bonnes personnes vers votre compte. Pas des faux followers, pas du spam, des abonnés qualifiés, donc de futurs clients. En gros, c'est comme avoir un vendeur qui prospecte sur Instagram 24 heures sur 24. Et c'est solide. 5 ans d'existence, plus de 8000 comptes gérés, environ 350 abonnés qualifiés par mois en moyenne sur les comptes établis. 99% des comptes sont en croissance et personne surtout n'a jamais perdu son Insta. Alors si votre Instagram ne travaille pas encore pour vous, testez InstaFriendly, c'est sans engagement et actif sous 24 heures. Et avec le code SANSFILET20, vous bénéficiez de 20% à vie. Empiriquement, beaucoup d'athlètes de haut niveau font une grosse dépression après une grosse victoire. Il y a une raison physique et physiologique par rapport à ça, c'est que, comme on l'a dit, le but pour un marathonien, tu vois, on va prendre le marathon, c'est un exemple qui va parler à beaucoup de gens, je pense, et dans ton audience. Tu vas encaisser un énorme volume d'entraînement, et plus tu vas approcher de l'épreuve du marathon, le plus ton entraînement va être intense, dense, et donc tu vas accumuler un niveau de fatigue et de fitness qui va être extrêmement élevé, et bon, tu vas, par un effet de rebond et un effet physiologique, le jour de ta course, tu vas être en pleine forme, mais tu vas te porter le fardeau des 6 derniers mois. Et donc, après ton marathon, si tu que tu performes ou que tu performes pas, il va se passer déjà d'un point de vue physique, ton corps il a besoin de se relâcher et tu vas encaisser toute la fatigue accumulée que tu as eue. Donc déjà, physiquement, le corps, il redescend. Donc t'imagines pour tous les athlètes qui étaient au JO dont c'est le but de absolument toute leur vie, d'être prêt pour ce moment-là, et qu'il y a toute la tension nerveuse qui vient s'ajouter, en plus de la tension physique, bah, juste après, ça redescend. Et après, effectivement, il y a ce vide, en fait, ce vide psychologique, qui est en fait 2-3 jours après, où en fait, ils se rendent compte que rien n'a changé. Tu te réveilles tout seul, tu te réveilles, y a que toi. Tiens, ton téléphone il a vibré peut-être à fond pendant une semaine, 2 semaines, et en fait, au bout de 2 semaines, très vite, Les gens sont passés à autre chose, bien sûr. les gens sont passés à autre chose, la lumière est redescendue, tu as toujours des petites obligations, ce genre de choses, mais il y a plein de choses qui se sont tassées. Et ça, c'est C'est un truc que tous ceux que tu as interviewés, très fréquemment, ils te disent ça, quoi. beaucoup, 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 et généralement, ils se prémunissent de ça, donc soit tout de suite partir en vacances, soit redoubler d'accompagnement, de préparation mentale après, justement pour se rappeler réussir à faire durer cette vague. Alors quand tu es champion olympique, je pense que pour beaucoup, l'adrénaline dure pendant, tu vois, plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est possible. Et le contre-coup, il peut être bien plus tard. Mais tu sais, la majeure partie des athlètes, c'est des gens qui vont terminer 15e, tu vois, et personne ne le sait, mais ce jour-là, ils ont fait leur record, peut-être le record même de France, peut-être même le record d'Europe, mais ils sont même pas sur le podium, ils sont peut-être même pas dans les 10 premiers. Et pour eux, effectivement, c'est particulièrement dur, et c'est effectivement à ce moment-là que l'accompagnement et l'envie de faire durer va être hyper important. Ouais. Et ce sentiment de vide, de toute façon, il est pareil dans l'entrepreneuriat fréquemment. Alors, c'est vraiment le problème de riche par excellence. Hein. Les gens qui nous écoutent, peut-être parfois, ils se diront c'est abusé, mais il y a plein. Moi, j'en ai eu plusieurs qui ont témoigné à mon micro, qui ont vendu plusieurs millions leur entreprise et qui, derrière, Guillaume Houbèche d'ailleurs le disait, Guillaume Manoukian, mon pote, un très bon épisode sur Move One, disait ça aussi, où il y a une sorte de forme de dépression, parfois quasiment, post-vente de leur entreprise, parce que ils sont plus rien quelque part. Ils ont réussi, mais ils ont plus d'entreprise, ils sont plus entrepreneurs, ils savent plus quoi faire. Et comme ils sont toujours dans le faire et pas dans l'être, il y a une espèce de choc d'identité très fort et qui voilà. Et c'est un peu pareil d'ailleurs à la fin des carrières sportives. Il
il y a beaucoup de mecs dont on parle pas, mais qui sont descendus aux enfers, quoi. Je sais pas, je pensais spontanément aussi à Jérémy Mathieu, qui est redevenu vendeur qui était joueur du Non, FC bien sûr. Barcelone, grand joueur de haut niveau français, tu vois, qui revient vendeur chez Intersport parce que le gars, il a fait une énorme dépression. C'était pas pour gagner de l'argent, je pensais que c'était pour gagner de l'argent, mais c'est qu'en fait, il était en dépression, il avait besoin de re-sociabiliser, quoi. Il y en a plein, quoi, des histoires comme ça, j'imagine, non? Ouais, il y en a beaucoup. Notamment quand c'est pas préparé, pas calculé, un peu forcé. C'est toujours un peu difficile. Et je pense que c'est un des points sur lequel l'entrepreneur et l'athlète de haut niveau peuvent se comprendre. Je pense que l'entrepreneur, quand il vend sa boîte, il est tellement focus dans la vente de sa boîte pour maximiser peut-être le gain, enfin, tu vois, rendre sa sortie intelligente, qu'il en oublie de préparer l'après. Alors heureusement, il y en a plein qui savent un peu ce qu'ils ont envie de faire après. Et il y a plein de sportifs qui sont contents d'arrêter et qui savent qu'ils ont envie de faire des trucs après. Et il y en a plein qui ont fait ce travail psychologique de dire je ne suis pas qu'un sportif, c'est terminé. C'est pas que toute ma vie et je vais m'éclater aussi peut-être après. Euh, et à l'inverse, t'en as d'autres qui restent bloqués, tu vois, à se dire c'est pas possible, j'aurais pas d'émotions aussi fortes, aussi intenses. Il y en a plein qui restent bloqués aussi dans ce schéma-là en se disant c'est pas possible d'être plus heureux que quand j'étais sportif. Ce qui est dommage quand même. Bien sûr. Il y a un autre coup caché de la réussite dont tu as parlé, et je veux bien que tu explicites, c'est le fait de devenir une cible. Tu vois, pour vraiment, on a tous envie de devenir, même qu'on se l'avoue plus ou moins, tu vois, globalement, on a tous envie de devenir les meilleurs quelque part, dans quelque chose. C'est un peu un rêve de gosse, on a été formaté comme ça, peut-être, je sais pas. On a tous cette envie à un moment donné de devenir le meilleur, je pense, ou la meilleure. Ça veut dire quoi devenir pour ceux qui sont devenus vraiment les meilleurs, être une cible? Euh, Le point que tu abordes, je pense que ça vient effectivement d'un écrit que j'ai écrit au sujet de Victor Mbanyama. À chaque fois je dis Wemby. À Wemby. chaque fois, je prononce mal et pourtant je l'ai réessayé 10 fois devant ma glace avec un couteau entre les dents. Wemby. Donc le grand joueur de basket NBA français, très jeune encore d'ailleurs. Ouais, très jeune et qui a déjà toutes les statistiques, qui dépasse déjà toutes les statistiques de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de Shaquille O'Neal, de Kevin Durant, et dont on sait déjà maintenant que s'il se blesse pas et que, enfin, s'il se blesse pas, même déjà psychologiquement, il est déjà hyper fort, il est hyper bon. Mais en tout cas, il y avait une stat aussi qui était hyper intéressante sur lui, c'est qu'il n'y a jamais autant de joueurs qui ont subi autant de fautes sur certains matchs. Et il y a des compilations, des vidéos de compilation sur certains matchs de fautes ultra violentes qui se prend. Et en fait, il est tellement doué que pour être ralenti, pour qu'on puisse lui nuire, en fait, les équipes adverses mettent carrément des plans anti-Wemby, tu vois. De la même façon qu'il y a eu des plans anti-Lionel Messi, qu'il y a des plans anti-Mbappé, qu'au tennis, il y a des joueurs qui racontent, qui faisaient des entraînements anti-Nadal, anti-Federer ou anti-Sinner Alcaraz. Et donc, c'est particulièrement dur, et notamment quand tu es très jeune et que tu es si talentueux, et c'était le cas d'un Mbappé, hein, on a vite tendance à oublier, mais à 19 ans, Une star, quoi. c'était déjà un des meilleurs joueurs au monde. Et ben en fait, ouais, tu te prends énormément de coups, tu te prends énormément de chocs. Euh, T'es vraiment la cible de l'attention. Et il y a pas mal de joueurs qui font aussi, tu vois, et on en parle. J'en parle dans certains épisodes de podcast avec certains. Euh, Il y en a certains qui le vivent très mal, en fait, qui le prennent personnellement. C'est-à-dire de dire, ok, en fait, c'est parce que c'est des gens qui m'en veulent, c'est des gens qui sont en colère contre moi, qui ne m'apprécient pas. Et au contraire, bah, du coup, l'enjeu pour ces sportifs-là, c'est déjà de prendre conscience de ça, de prendre conscience que c'est parce qu'ils sont talentueux, que c'est pas personnel, qu'ils auraient pu s'appeler Victor ou Kylian. En fait, le résultat aurait été exactement le même. C'est juste une question de talent et que c'est un des prix à payer. Et c'est pas pour autant qu'il faut avoir les filles qui gonflent aussi, mais qu'il faut apprendre à en jouer et qu'il faut malheureusement, faut être capable de l'encaisser. C'est l'effet un peu premier de classe, quoi. Ouais, Tout le monde déteste le premier de classe. Alors que... Donc effectivement, hein, on peut même avoir été dernier de classe et devenir le meilleur et subir ça à un moment donné. Donc ça met de la perspective. Ouais. Mais tu vois, et je pense que tu vois, c'est la même chose.
c'est la même chose pour la start-up qui brille, ou la start-up qui fait un peu de bruit, ou qui fait. Et tout le monde tape dessus sur LinkedIn, on les éclate, on leur dit qu'ils ont assez abusé, Ouais, qu'ils qui se tapent des trichent. contrôles et qui se tapent des contrôles fiscaux. Tu vois, je pensais je discutais avec Ornicar. Bon, bah, tu vois, c'était les premiers à faire le code et le permis en ligne, grosso modo. Bon, bah, l'espèce d'oligopole des écoles de conduite leur est tombé dessus. Et ils ont payé des millions d'euros en frais d'avocat. Bon, bah, c'est un peu ça, tu vois, c'est le premier qui ose y aller, qui a les reins solides. C'est pas personnel, mais aujourd'hui, bah, Ornicar est probablement l'école de conduite qui a le plus grand nombre d'élèves et qui est capable de faire de l'affichage dans le métro et à la télé, tu vois. Et c'est là où les autres sont pas capables de le faire. Un autre mythe, c'est le fait que pour réussir, il faut être invulnérable, tu vois, qu'il faut être antifragile, qu'il faut être froid presque parfois, tu vois. Et justement, pour rebondir sur Wemby, tu évoquais le fait que récemment, il a pleuré en fait après une défaite. Pleure Et souvent, vraiment, ouais. il s'est mis à fondre en larmes, qui est quand même assez rare chez les sportifs de haut niveau. Alors, souvent, on les voit pleurer après une victoire, tu vois. Là, c'est la fin de Roland Garros. On a vu évidemment Zverev qui a mis je sais pas combien de temps pour réussir à se mettre à pleurer. Mira Andreeva aussi. Enfin, souvent, Roger était connu pour pleurer souvent après ses victoires, tu vois. Mm. C'est quoi ton avis? Est-ce que il y a une corrélation entre la réussite et ce côté froid invulnérable, ou l'inverse? C'est quoi ton avis? Écoute, on va prendre le cas de Roger Federer. Parce que je pense que c'est une masterclass de self-control et de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Euh, Ce que peu de gens savent, c'est que Roger Federer, avant ses 19 ans, c'était un génie du tennis et que c'était un talent colérique, imbuvable, pas apprécié des gens. Et on l'appelait, je crois, on l'appelait ouais, la terreur, quoi. Parce que il cassait des raquettes, il était aigri, il parlait mal au staff, il s'énervait très souvent contre les arbitres, contre ses adversaires, et c'était quelqu'un de très dur à gérer. Pour ceux peut-être qui sont un tout petit peu plus jeunes que nous et qui n'ont pas connu Roger Federer à cette époque-là, moi je suis allé voir les premières fois Roger à 20 ans à Bercy, je crois, et je l'ai vu casser une raquette. Donc je me souviens, j'ai encore cette image-là, mais il a eu un déclic à 20 ans, il a perdu son entraîneur, et le nouvel entraîneur qui lui a dit, écoute, c'est très simple, tu peux devenir numéro 1 mondial, tu es probablement le joueur le plus talentueux, mais il y a une chose qu'il faut que tu changes, c'est ton comportement. Parce que tu peux pas être un champion sur le terrain et un champion en dehors. Et, et en fait, son précédent entraîneur n'arrêtait pas de lui dire. Tu vois, et son précédent entraîneur était décédé. Et il a créé un espèce de... C'est assez difficile, mais il a créé un espèce de mémorial de son ancien entraîneur qu'il adorait. Et une des façons qu'il a trouvé, c'était de... Bah, il s'est calmé, tout simplement. Il s'est calmé. Et dans ces matchs, il vit une espèce, je pense, d'énorme de tempête intérieure pour s'empêcher de s'énerver, de casser ses raquettes, de crier. Et il y a quelques moments mythiques de finale contre Nadal, notamment à Wimbledon, où très rarement on le voyait pousser des cris de colère et de frustration sur des points perdus ou gagnés, alors que Il est impassible sinon, 90% du temps. Ouais. il est impassible. Et pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'en fait, quand il gagne, il y a toute l'émotion qui se libère d'un seul coup et qui vient qui vient le décompresser, le libérer de toute cette tempête intérieure. Donc, ça montre très bien que, en fait, oui, effectivement, être en mesure de regarder ses émotions, de savoir les canaliser, de savoir les doser, c'est une des meilleures choses qui puissent arriver dans le sport et probablement dans les secteurs de la performance. Mais que pour autant, ces émotions-là, elles doivent s'exprimer, elles doivent sortir à un moment ou à un autre. Et donc, pleurer après un match, que ce soit une victoire ou une défaite, c'est un des moyens en fait de libérer toute cette bataille intérieure. Et c'est comme ça que ça s'exprime. Et Victor, tu vois, c'est Et lui, exactement la même chose. Mais lui, il pleure. La différence, c'est qu'il a pleuré après une défaite. Ce que je dis, c'est que c'est beaucoup plus accepté socialement, en Mm. particulier chez les mecs, de pleurer après une victoire. Parce que t'es dans la force par ailleurs, et donc du coup tu peux t'autoriser cette faiblesse, entre guillemets,
qu'après une défaite, tu vois. C'est ça qui est assez novateur, je trouve, dans le geste de Wemby de pleurer à ce moment-là. Et par ailleurs, je suis d'accord avec toi que de toute façon, même dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans la vie professionnelle, on ne s'autorise jamais, ou personnel, on ne s'autorise jamais de lâcher. La tristesse, c'est une des émotions les plus contenues chez les gens, tu vois. Pleurer devant les autres, ça se fait pas. Ou alors c'est très féminin, tu vois. Tu peux pas trop faire ça, alors que peut-être on gagnerait, on ferait des deuils peut-être beaucoup plus rapides des échecs, et Bien on sûr. rebondirait beaucoup plus vite si on le faisait, quoi, non? Probablement. Je pense qu'il y a le pleur, mais tu vois, il y a aussi toutes les émotions, plein d'autres émotions, tu vois, qui existent. Beaucoup d'athlètes de haut niveau s'empêchent de vivre certaines émotions parce ils ont peur d'être perçus arrogants. Tu vois, en France, il faut être humble ou le vrai champion est humble. C'est un des préceptes, tu vois, qui fait beaucoup de mal à la performance française. L'humilité, on adore l'humilité, on critique les athlètes américains qui font tu vois, du show-off ou qui sont tu vois, un peu comme un Michael Jordan ou un McGregor qui vont dire je suis le meilleur, je vais y arriver, coûte que coûte. C'est très peu accepté en France et c'est perçu comme arrogant. Mais donc beaucoup d'athlètes de haut niveau s'empêchent d'être pas forcément arrogants, mais tu vois, d'exprimer certaines émotions, d'exprimer de la fierté, d'exprimer de la gratitude, d'exprimer de la reconnaissance. La reconnaissance envers soi-même. J'ai bossé pendant 10 000 heures à faire des paniers tout seul quand j'étais gamin. Je suis reconnaissant d'avoir fait ça et je suis fier d'avoir fait ça. Et aujourd'hui, je pense que je suis un des meilleurs tireurs parce que j'ai fait ces 10 000 shoots que les autres n'ont pas fait. Bah, en France, on s'autorise pas à exprimer ça. Et un des très beaux discours, d'ailleurs, C'est ça, c'est ce que j'étais en train de chercher. Le discours de Mira Andreeva, ton post sur Mira Andreeva qui vient de gagner Roland Garros, c'est en féminin qui a 19 ans et qui a mis masterclass de motivation où elle dit pour terminer, je veux me remercier d'avoir cru en moi-même, d'avoir toujours donné 100% même quand c'était dur, d'essayer tous les jours de m'améliorer, de croire que je peux y arriver, de me battre contre mes démons intérieurs. Merci à moi-même d'avoir travaillé si dur et d'avoir donné le meilleur de moi-même. Et c'est fou. Et tu as une phrase que j'aime bien, tu dis cela dérange sûrement celles et ceux qui sont mal dans leur peau, qu'elle fasse cette déclaration d'amour devant 12 000 personnes, mais oser s'exprimer son amour est la plus belle forme de courage, et se féliciter est la plus belle forme de courage. C'est ça, hein. Bah écoute, en France, on s'auto-congratule pas et un des outils concrètement qu'on apprend en préparation mentale aux sportifs, c'est la théorie du COP de foot. Tu vois, imagine, tu es à Old Trafford ou tu es au Parc des Princes. On est à la 85e. Le PSG est en train de forcer. Ils perdent 1-0 et ils sont en finale d'une des plus grandes compétitions, tu vois. Comment est-ce que tu t'imagines que les supporters sont? Mais ils sont à 200%. Ils sont à 300% derrière leur équipe en train de chanter, de les encourager. Ils vibrent. Eh ben, on devrait se parler de la même façon que le COP de supporters est en train d'encourager notre équipe. Et ça, c'est un truc qu'on n'ose pas faire. Et alors que dans les moments durs, tu vois, typiquement un entrepreneur, avant, je sais pas, de rentrer sur une grosse négo ou avant de- avant les moments importants, c'est de se dire, mais allez, je chante, je m'encourage, je m'autorise à faire ça. Et si j'ai gagné, bah, j'ai le droit de m'auto-féliciter, de le fêter. Euh, les entrepreneurs, bah, tu vois, encore une fois, hein, ils doivent être bons tous les jours. Donc, après les petites victoires, ils vont tout de suite chercher les nouvelles, les futurs challenges. Et peut-être, tu vois, une des choses à travailler, c'est, ok, juste prendre le temps, même ça dure 5 minutes, dire, waouh, j'ai réussi ce truc-là. C'est un truc, il y a 2 ans en arrière, je m'en serais absolument pas cru capable. Trop bien, je me félicite, je dois être reconnaissant de ça et j'ose le dire en fait. Oser le dire juste à haute voix, même devant son miroir, c'est déjà une belle forme d'amour propre, je pense. Ouais, le pouvoir de la gratitude, c'est le truc dont tout le monde se moque aujourd'hui parce que ça fait un peu théorie fumeuse de développement personnel, mais Mm. c'est prouvé que dans le cerveau, comme le cerveau est câblé pour réfléchir à des problèmes depuis que instinctivement, quand on était dans la nature et qu'il y avait des tigres à dents de sabre, eh ben on doit penser problème, on doit toujours être sur nos gardes, etc. On n'est pas là pour être dans la plénitude.
Mais tu vois, Mm. c'est une modification disciplinée, volontaire du cerveau que de pratiquer la gratitude. Et ils l'ont montré, tu vois, à quel point ça a des effets positifs sur la mémoire, sur le Ouais. sommeil, sur le bien-être. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, Mm. je pense que tu fais quand même comme moi. Et en plus, on peut le faire vraiment à tout niveau, quoi. Écrire Mm. tous les matins, sortir ses poubelles mentales, c'est ça que j'appelle sortir les poubelles mentales, écrire ce que tu as dans la tête. Et à la fin, moi, je finis toujours par 3 4 5 gratitudes, des trucs simples, mais au moins, Bien sûr. tu te dis, mais voilà, en fait, même si j'ai des problèmes dans la tête, même si en ce moment c'est peut-être plus difficile, putain, mais il y a quand même tellement de trucs stylés qui se passent, quoi. Ouais, ouais. Bah, pour aller un tout petit peu plus loin, je pense que tu le fais très bien. Là, avec les sportifs avec qui j'avais travaillé et que j'ai accompagné, je leur faisais écrire 3 fiertés, tous les jours. Et c'était pas forcément des gratitudes. Il y avait aussi des gratitudes, tiens, merci à moi-même d'avoir, ou enfin merci à mon corps, tu vois, pour la force, pour la mobilité, merci à mon entraîneur pour les conseils, mais c'était aussi, putain, je suis fier d'avoir fait cet entraînement sous la pluie. Je suis fier d'avoir closé ce deal commercial qui était loin d'être bien embarqué. Je suis fier d'avoir attiré un talent aussi exceptionnel dans mon équipe, tu vois. Et, et je pense que avoir cette petite routine effectivement de fierté pour éduquer son discours interne, parce qu'il y a une étude en neurosciences qui a montré, où en fait on a demandé, alors c'était à 10 000 personnes, essentiellement aux États-Unis, mais on leur a mis une application sur leur téléphone et à des moments random dans la journée, 3 fois par jour. Donc ça pouvait être 3 fois le matin au réveil, 3 fois le soir, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. On leur demandait, en fait, on leur envoyait une notification, on leur demandait à quoi est-ce que tu étais là à l'instant en train de penser. Et ils se sont rendus compte que plus de 60% des pensées que tu avais étaient négatives. C'est énorme, tu vois. Sachant qu'on a, je crois, plus de 12 000 pensées par jour. Enfin, si tu te dis que Je tu... suis même étonné du chiffre, hein. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus que 60. Pour moi, ça pourrait être 70, 80, je serais pas choqué, tu vois. Ouais, ouais, mais tu vois, c'est déjà beaucoup. Et donc, en fait, naturellement, l'être humain a un biais de négativité. Naturellement, on va chercher ce qui va pas et on va chercher ce que l'on n'a pas, ce que l'on ne possède pas ou ce que l'on ne fait pas assez bien. Et donc, éduquer son discours interne à être positif, à se dire je suis fier de ça, je suis reconnaissant de ça, et je me remercie d'avoir fait ça, et j'ai telle qualité et j'ai tel point fort, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Et apprendre à l'éduquer, c'est très important. Et chez les sportifs de haut niveau, et on le voit beaucoup plus aux États-Unis, éduquer son discours interne, c'est quelque chose que bah, le commun des mortels ne fait pas, et pourtant qui est transcendant et qui te permet d'aller accéder à des versions de toi-même que tu n'estimes pas encore. Hmm. Il y a un autre mythe très français, et après on passera dans la deuxième partie sur les anti-héros et comment tu vois on peut Ouais. chacun réussir, même si on se sent pas forcément le meilleur à un moment donné. Euh, Tu vois, c'est s'il a réussi, il a triché. En particulier, toi, tu parlais des athlètes chinois. Tu dis, souvent, on se dit, les athlètes chinois, en fait, ils ont gagné, parce que forcément, ils sont dopés, tu vois, ils ont Hmm. triché, quoi. Et tu dis, oh, mais non, au contraire, c'est parce qu'ils ont 10 ans d'avance sur la technologie. Donc, comment tu peux déconstruire ce mythe, toi? De ceux qui ont gagné sont trichés. Ouais, c'est ça que tu disais, ouais, sur les Chinois. C'est vrai que c'est Bah, un truc qu'on dit souvent, tu vois. ouais, ouais, bien sûr. Alors après, sur les Chinois, c'est un petit peu. Il y avait du contexte et que, effectivement, les Chinois dans le sport ont entamé une bataille technologique qui nous ont, qu'ils ont gagné. Tu vois, en fait, là où les Américains probablement sont en train de gagner la bataille de l'IA et de la donnée, les Chinois, en fait, ils ont été très bons. C'est qu'ils ont réussi à acheter au Kojo et au CIO, en fait, les droits télévisés de tous les sports et en fait, tous les matchs, tous les entraînements, en fait, sont hébergés chez Alibaba et qui sont en train de faire des analyses statistiques de toutes les vidéos qu'il y a et ils vont avoir une base de données de performance qui est absolument exceptionnelle et qu'ils ont le droit d'avoir et que nous on s'autorise pas en France à avoir. Donc s'il y a des initiatives un peu comme ça en France, je serais vraiment hyper intéressé. Je t'ai parlé de GoWood et là Thibaut qui a une application de mobilité et, tu vois, qui est avec beaucoup d'athlètes de haut niveau et qui leur fait passer des tests, des quiz et tout et qui fait des corrélations de performance via la mobilité. Mais c'est très loin de ce que tu vois, la Chine a pu entamer avec notamment les images. Donc, je remets un peu du contexte par rapport à ce poste-là, mais euh, en, la France, forcément, on est le pays de Coubertin, on est très attaché avec bah, les valeurs du fair play,
les valeurs de l'humilité et les valeurs du beau jeu. Et forcément, on est parfois un peu trop regardant et parfois un peu trop jugeant avec celles et ceux qui gagnent soit sans la manière, soit en flirtant un petit peu avec les règles du jeu. Et malheureusement, dans le sport, savoir gagner, c'est aussi savoir flirter avec les règles, c'est savoir aussi donc jouer avec l'arbitre, c'est aussi savoir utiliser le public, utiliser les failles dans le système, ce que certains osent faire et en France on ose très peu le faire et c'est sûr que en tout cas on ose très peu le faire dans le sport parce que dans le business les failles du système il y en a qui savent qui sont très très bien à le faire Ouais, mais et encore, on pourrait te dire que justement, tout ce qui est innovation, tout ce qui est un peu risqué et osé, on a un écosystème français et ouais. européen qui réglemente avant même d'avoir Mm. réfléchi, tu vois. Et là où les Américains prennent beaucoup plus de risques, ont déjà fait plein de tests sur les voitures autonomes à San Francisco, ailleurs, les Chinois encore plus. L'IA, ils y vont en mode le président Ouais. américain qui encourage le truc à mort. Nous, c'est tout de suite, ça va être un danger, ça va détruire des emplois, ça va détruire, ça va tuer les gens. Enfin, tout de Mm. suite, c'est la posture est défensive, quoi. Ouais, Donc, ouais, bien sûr. ça, c'est un peu dommage. Mais je pensais aussi à un truc marrant, c'est que, contre-intuitif, c'est que toi, tu as parlé des Jeux Olympiques. Il y a eu les Jeux Olympiques du dopage, Ouais. et on pensait qu'il allait y avoir plein de records, et en fait, pas du tout, c'est ça? Mm. Effectivement, alors il y a eu ce qu'on a appelé les Enhanced Games, donc c'est assez, et là aussi ça recoupe quand même l'entrepreneuriat. Enhanced en anglais, donc Enhanced, ouais. ENHANCED, c'est ça? Ouais, donc les jeux augmentés, financés par Peter Thiel et d'autres entrepreneurs de la vallée, donc quand même des entrepreneurs très libertariens aussi, et qui ont en fait voulu euh, voilà, voir qu'est-ce que ça donnerait en fait d'avoir des athlètes augmentés, dopés, et surveillés avec bien sûr avec un contrôle médical très important. Euh, et donc ils ont, pour attirer des athlètes, ils ont proposé des sommes très très élevées à tous les athlètes qui accepteraient de suivre des protocoles médicaux incluant des produits dopants, publiés sur la plateforme des NS Games. Euh, Tu vois, et de faire un petit peu un espèce de build-in public du dopage pour attirer donc des athlètes comme ça. Malheureusement, ils ont réussi à attirer assez peu d'athlètes de très très haut niveau. Il n'y en a eu qu'un seul, qui était un nageur grec, qui avait déjà un record olympique, qui avait déjà plusieurs records à son actif. Et donc lui, il était un peu en fin de carrière, mais toujours actif. Et il a eu l'appât du gain parce que il est grec, parce que la natation n'est pas forcément un sport hyper valorisé dans son pays. Pas très Et rémunérateur non plus. pas très rémunérateur non plus, à l'inverse de la France, qui est un pays de natation où tu vois, on va dire les 5-6 nageurs les plus en vogue ont quand même des très beaux contrats. Et donc lui, il a cédé au cas et il est allé le faire. Et effectivement, lui a battu un record. Mais sinon, pour tous les autres, on était très loin des résultats escomptés parce que c'est beaucoup d'athlètes sans vouloir leur manquer de respect parce que c'est déjà exceptionnel ce qu'ils font, mais des athlètes de seconde zone, tu vois. Euh, voilà, après, il y a quelques athlètes qui se sont risqués à aller y participer, mais ils disaient qu'ils n'étaient pas dopés. Euh, à voir, on verra quand ils vont retourner sur des protocoles antidopage, en tout cas, ce qui va se passer. Et ces athlètes-là, c'était plutôt des athlètes en deuxième partie de carrière, encore une fois, qui n'étaient plus du tout à leur top, notamment sur du sprint. Euh, et qui sont retournés du coup aller courir. Bon, on verra ce que ça donne. Euh, pour l'instant, c'est pas hyper convaincant. Il y a assez peu de sport, tu vois. Il y a de la natation, il y a du sprint. Faudrait tester sur des sports aussi d'endurance où on le sait, le dopage est très présent et très efficace aussi, hein. De toute façon, plus un sport a une composante physiologique forte, donc tous les sports où il faut forcer dans l'axe. Donc tu vois, du 1500 mètres jusqu'au marathon ou à l'ultra trail, euh, de la natation, du vélo, du triathlon, tu vois, tu forces, tu vas tout droit. Euh, Là, le dopage est hyper intéressant. Est-ce que le dopage est aussi intéressant sur du tennis, du ping-pong, des sports où il faut beaucoup d'habilité physique, tu vois, le basket, c'est moins prouvé après. Euh,
aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que le dopage n'est pas forcément fait pour améliorer une performance, mais plutôt pour mieux récupérer. Et par conséquent, le footballeur ou le tennisman ou le basketteur, ils sont tout aussi intéressés par le dopage parce qu'ils ont des gros enjeux de récupération. Voilà. Donc, écoute, Donc, on verra. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Non, mais c'est intéressant en tout cas de se Tu dire vois. que c'est pas le dopage qui fait la performance, en tout cas Non. largement pas, et que en fait que ce soit quel que soit le domaine. D'ailleurs, on peut faire le parallèle à nouveau entre le business et le sport. Si tu peux très bien réussir sans tricher, et si tu es vraiment le meilleur, et ça demande plein d'autres qualités, et c'est pas la triche, quoi. C'est clair. Ouais, bien sûr. Passons maintenant tu vois, un peu aux anti-héros, et restez bien pour la troisième partie parce qu'on rentrera vraiment dans qu'est-ce qu'on peut activer demain dans notre vie que toi tu as constaté sur le sommeil, sur la nutrition, des meilleurs athlètes, des trucs vraiment des choses très concrètes à la fin. Mais je voudrais faire un petit passage avant sur tu vois, les anti-héros, parce que je trouve qu'on a un des problèmes de la réussite, c'est que on va tous un peu se diminuer, tu vois, avoir le syndrome de l'imposteur, avoir toujours l'impression que si les autres réussissent, c'est parce que c'est les autres et nous, on n'en est pas capable, parce qu'on est moins bon, parce qu'on n'a pas fait telle école, parce qu'on n'a pas fait tel centre de formation, parce qu'à un moment donné de notre vie, on est plus en difficulté, parce qu'on a des enfants, parce que whatever, tu vois. Euh, Toi, par exemple, si on commence par toi, il y a encore 6 ou 7 ans, tu prenais de la coke, tu étais assez déprimé, tu fumais des clopes, tu pouvais pas courir 10 km. C'est un peu, c'est un peu C'est le vrai, c'est constat. entièrement vrai. Ouais. Voilà, et aujourd'hui, tu es qualifié pour les championnats du monde d'Aerox. Tu vas courir prochainement un 100 km, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Barthélemy? Comment t'as fait Oh. cette transformation? La quête de sens, tu vois, hein, la quête de sens dans la vie, je pense, la quête d'identité, de savoir qu'est-ce qui me représentait le plus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je pense une grosse dépression due aux produits chimiques, due effectivement à une fatigue extrême due à l'alcool, au tabagisme et à ces autres substances. Et au travers de cette dépression, de me poser la question de euh, qu'est-ce qu'est-ce que j'ai envie de raconter à mes enfants plus tard, qui j'ai envie d'être, quels sont les gens qui m'inspirent réellement. Et je me suis rendu compte que c'était assez simple, que je regardais, que j'avais plein de rôles modèles, tu vois, des super entrepreneurs, des super sportifs, des sportifs qui sont devenus entrepreneurs, et que, au contraire, ceux qui avaient des parcours de vie, qui avaient pris de la drogue pendant très longtemps, c'était des gens qui m'inspiraient pas du tout, quoi, et qui, au contraire, presque me dégoûtaient. Donc, c'était de me rendre compte de ça, en fait, que les gens qui m'attiraient étaient l'opposé de qui j'étais en train de devenir. À quel point c'est douloureux de changer? Euh, Bah écoute, là tu me poses une question compliquée. Dans mon cadre, il y avait plusieurs addictions en jeu. Donc tu vois, il y avait une part physique d'alcoolisme, de tabagisme, de cocaïnomanie. Donc tu vois, il y a un sujet pour sortir de la dépendance où t'as des migraines, t'as des vomissements, tu dors plus, tu fais des insomnies, t'as des pleurs. Enfin, moi, il y a eu des moments, des phases où ouais, je sortais de chez moi en pleine nuit. Heureusement, j'habitais juste à côté du bois de Vincennes et j'allais dans le bois de Vincennes et j'en pleurais. Je me tapais les poings contre des arbres parce que je j'arrivais pas à dormir et parce que j'étais en manque, quoi, tu vois, et que j'étais en colère contre la vie, quoi. Euh, et donc, à ce moment-là, je pense que si tu me demandais à quel niveau de souffrance j'étais, à ce moment-là, je pense que j'étais à un niveau 9 sur 10, tu vois, de, de- d'horreur psychologique. Après, maintenant, avec le recul, quand je me dis, est-ce que ça valait le coup de vivre ce niveau de douleur-là pour comprendre que en fait le bonheur c'est un truc qui se cultive tous les jours, qu'il y a des moments durs et que les moments durs en fait ils servent à ce que les moments de bonheur ils sont encore plus forts et encore plus chers. Bah finalement je les chéris un peu ces moments de douleur là et puis je pense que j'aime bien aussi euh, mettre ce que je vis ou ce que des champions vivent, tu vois, sur les accompagnements que j'ai pu avoir. Le niveau de douleur, voilà, de le comparer à peut-être quelqu'un qui meurt de faim ou
quelqu'un qui est né avec, tu vois, une maladie chronique et hyper douloureuse, tu vois, quel est le, quel est le, enfin, la comparaison, tu vois, elle est, enfin, enfin, Hmm. je m'estime heureux en tout cas, tu vois. En tout cas, ça force le respect. Et si tu as un apprentissage ou tu quoi, un truc qui a été déterminant par rapport aux autres, qui t'a permis de faire ce passage d'une situation voilà, comme ça, très de dépendance, de souffrance psychologique, jusqu'à devenir. Enfin, voilà, même si tu n'es pas sportif de haut niveau, tu le dis, peut-être que d'ailleurs tu le dis, tu as fait ton podcast parce que Mm. tu avais envie de comprendre la différence entre toi et eux, parce que toi, tu aurais pu, hein, je crois que tu as fait Ouais. sport-études, tu as été très bon tennisman, tu devais être 4-6, 3-6, je sais pas. Ouais, à peu près, ouais. Donc c'est quand même des très bons niveaux au tennis, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de la discipline? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est juste de la volonté pour des gens qui peuvent être, tu vois, aujourd'hui dans une phase difficile d'entrepreneuriat, de leur boîte, d'un moment donné professionnel ou tu vois, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est quoi l'apprentissage qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je me suis fait accompagner déjà par il y a des professionnels, tu vois, de la santé mentale et que c'est des gens, faut pas avoir peur de les consulter, même quand ça va bien, parce que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont des outils, qui ont des clés et qui peuvent comprendre aussi. Euh, Ça, c'est la première chose. Euh, Aussi que toute douleur est temporaire. Quand même, la grande majorité des douleurs ont une fin, et notamment les douleurs psychologiques. Alors, il y a des gens qui sont, tu vois, qui ont des vraies démences et qui sont dans des profonds mal-être, et je nie pas du tout leur souffrance, mais pour beaucoup des sujets de santé mentale, pour la grande majorité, c'est plutôt des sinusoïdes, et moi, me dire que demain je peux me lever et ça peut aller mieux, c'était quelque chose qui m'aidait beaucoup, en tout cas à retenir, à me remémoriser. Et après, ouais, l'écriture, quoi. L'écriture, ça m'a beaucoup aidé d'écrire dans des carnets. Et comme tu le disais, sortir les poubelles mentales, c'est un bon exercice, quoi. Fanny Nussbaum, qui est spécialiste de la psychologie des performeurs, avec qui j'ai bossé récemment. Moi, j'aime bien me payer des coachs. J'ai eu la chance de bosser avec Mounia Yarka, bossé avec David Laroche et des gens comme ça. Et en fait, c'est vrai que c'est genre, tu prends beaucoup de. Enfin, j'adore faire ça parce que à chaque fois, tu ressors différent. Elle dit que le stress et la souffrance, il vient souvent d'un sentiment de perte, de perte de contrôle. Le Mhm. cerveau, il a besoin de contrôle, c'est une machine à contrôler. Et donc, du coup, pour reprendre le contrôle, il faut avoir de la discipline, tout simplement. Donc, il faut faire de façon militaire les mêmes choses, tu vois, le matin. Donc, l'écriture, ça en fait partie, mais ça peut être aussi juste courir tous les matins. Enfin, en tout cas, faire toujours la même chose le matin. Mhm. Et ça, c'est vrai qu'en fait, ça a un impact démentiel et qu'on soupçonne pas, quoi, je trouve. Ça aide à limiter le stress, c'est ça que tu veux Ouais, dire? ouais, ouais. Ah ouais. Ouais. Le stress, l'angoisse, ouais, ouais. Ok, Complètement. ouais, ouais. Ouais. Bah, ça m'étonne pas du tout parce que typiquement, Raphaël Nadal, tu en parles beaucoup de ses tocs, Les bouteilles, ouais. la bouteille, le slip, les chaussettes, les 7 rebonds. Je crois qu'on a compté plus de 15, tu vois, des habitudes comme ça. Et en fait, je pense que ce n'est rien de plus que des routines pour être dans un tunnel de pensée et ne pas se laisser submerger par les pensées parasites, tu vois. Donc, Mm. ça, ça C'est corrobore ce que tu dis. c'est qui les autres modèles, un peu les anti-héros? Parce que c'est vrai que tu aimes bien faire ça, mettre en avant ces gens-là, qui t'ont le plus marqué, en tout cas récemment. Dans les anti-héros, écoute, j'aime beaucoup cette femme qui s'appelle Jasmine Paris, qui est une ultra-traileuse écossaise, il me semble, euh, maman, vétérinaire, qui fait des trails, des ultra-trails complètement fous, et qui a terminé notamment la course qui s'appelle la Barclay à une seconde près. Et en fait, c'est hyper intéressant. Donc, la Barclay, pour les gens qui sont moins amateurs d'ultra trail, c'est l'ultra trail qui est considéré comme le plus dur au monde, qui est un peu mythique. C'est aux États-Unis. C'est dans une forêt, dans des terrains extrêmement, extrêmement compliqués.
Et il y a un format de course qui est très particulier où les participants doivent aller chercher des pages d'un livre à différents coins de la forêt. Ça change tous les ans. Ils ont une carte, mais il y a juste un point sur une carte, mais la carte est très très difficile à lire. Et c'est extrêmement épuisant physiquement. C'est beaucoup de coureurs de participants que j'ai pu avoir, on me dit mais ce truc est un des trucs les plus durs au monde. Parce que les temps nécessaires sont extrêmement difficiles. Et elle a réussi à 10 secondes près, quoi. Et en fait, il y a 10 ans en arrière, la course existe depuis 25 ans. Le nombre de finishers, je crois, c'est genre 15 ou 16. Et il y a 15 ans, enfin, il y a 10 ans, il y a des spécialistes, enfin, de l'époque, quoi, qui disaient ouais, on pense qu'aucune femme n'y arrivera jamais, c'est beaucoup trop exigeant, beaucoup trop dur. Et cette femme, tu vois, elle a plus de 40 ans, elle est vétérinaire, elle n'est pas du tout professionnelle, elle a 2 enfants et elle y arrive et elle le fait, quoi. Et elle arrive et sur la ligne d'arrivée, quasiment, elle se vomit dessus. On voit qu'elle est dans un espèce d'état de transe, dans un état de douleur où elle est à bout de soi. Et je trouve les images et les photos, je trouvais que c'était magnifique, voilà, pour la petite histoire. J'aime bien ces. Mais t'aimes bien les portraits de femmes d'ailleurs, parce qu'il y en a une autre que j'avais notée, tu vois, Rachel Entrekin, Ouais, une physio, tu vois, qui a gagné devant tous les hommes. Est-ce que pareil, tu la connais pas, mais cette femme entre dans l'histoire. C'est ouais. pareil, une nana où tu as l'impression que sur le CV, c'est pas possible d'arriver au plus haut niveau. Tu vois, est-ce que tu peux raconter aussi un petit peu son histoire à elle? Bah, assez similaire finalement, effectivement, on se rend compte que sur l'ultra trail, et notamment quand les distances s'allongent, on commence à remarquer que les différences physiologiques qui peuvent exister entre les femmes et les hommes commencent à tendre à disparaître. Euh, Notamment parce qu'il y a besoin de moins de volume musculaire, il y a besoin d'avoir des tendons moins rigides, tu vois, comme sur les, les disciplines explosives comme le sprint par exemple. Euh, et donc sur l'ultra trail, on voit des femmes dont elle fait partie qui sont complètement qui ont des performances complètement surnaturelles. Et là, c'était encore plus fou, c'était un trail de 3, enfin, c'est tout aussi fou, mais un trail de 300 km. Il y avait des stars et, euh, et elle part sur ce trail et en fait au bout de 150 km, elle se retrouve toute seule devant et elle raconte dans son histoire de course que pendant plusieurs dizaines de kilomètres, elle se dit mais en fait c'est pas normal que je sois une femme et que je sois devant sur cette course-là. Est-ce que je dois ralentir? Est-ce que je fais quelque chose de mal dans ma course? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, est-ce que ouais, qu'est-ce qui se passe d'anormal? Et finalement, elle reprend confiance en elle, elle ne doute plus, elle relance la course et elle va terminer devant des trailers pro loin devant, et elle bat, je crois, je crois qu'elle bat le record de la course. Donc c'est assez exceptionnel, tu vois. Et c'est assez inexplicable. Après, quand on regarde son palmarès, on se dit, ok, en fait, il y avait plein de signes annonciateurs où elle était très forte. Euh, donc, euh, donc voilà ce que je peux dire sur cette femme, tu vois, Ouais, que mais je connais. c'est inspirant. Moi, j'aime bien ce genre de parcours parce que ça te rappelle que. Mais d'ailleurs, je crois que c'était Mathieu Blanchard aussi qui, à la base, s'y est pris tard ou un truc comme ça, a Ouais, commencé ouais, tard. Tu vois, Cyril Gann dans le MMA, pareil, il a commencé très très tard à se mettre à ouais, ce sport. Et en fait, il y a quand même pas mal d'exemples. Et d'ailleurs, c'est même une étude que tu as partagée aussi sur la performance, l'élite mondiale. On a ouais, tous l'impression que pour réussir dans un domaine, tu vois, que ça peut être professionnel, ça peut être le sport, mais on se dit bah, il faut être hyper spécialiste, monomaniaque, voilà, et commencer très tôt, sinon tu vas réussir trop, ce sera trop tard, quoi. Un peu, tu vois, c'est le truc, ce ouais. sera trop tard. Je pense qu'on se le dit tous. Et toi, tu disais même les meilleurs athlètes, en fait, ils ont commencé après 10 ans, ce qui est quand même presque tard, hein, tu vois, tu peux par rapport à Mm. commencer à 3 4 ans, c'est déjà tard. Et c'est des gens qui se spécialisent assez tard, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, il y a eu toute une étude qui est sortie pour voir parmi tous les Olympiens qui étaient présents à Tokyo, pour voir à quel âge en fait ils s'étaient spécialisés dans leur sport et à quel âge en fait ils ont arrêté de faire d'autres sports. Et finalement en fait on s'est rendu compte que pour tous les sports, notamment avec une importance physiologique, donc tu vois, triathlon, course à pied, et avec une dimension technique finalement relativement moins importante, et ben finalement ils sont spécialisés beaucoup plus tardivement. Alors effectivement, le cours de l'histoire nous donne l'impression que
Les projets Mbappé, ça commence à 5 ans. Les projets Alcaraz aussi, hein. Alcaraz, c'était un projet qui a commencé très, très tôt. Et effectivement, il y en aura toujours. Ça commence particulièrement tôt. Et c'est vrai, je pense aussi, parce que c'est des sports sur lesquels il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Et que l'étude qui est faite, que je présentais dans ce post et qui présente tous les chiffres, c'est aussi fait sur des sports olympiques et dans des sports dans lesquels il y a beaucoup moins d'argent. Et tu vas aussi retrouver du pentathlon moderne et du tir au pistolet, avec tout le respect que je leur dois, du tir sportif. Oui, il y a moins de thunes, clairement. Il y a moins d'argent et du coup, bah, il y a peut-être aussi moins besoin de se spécialiser. Donc il y a des biais dans ces études-là, mais en tout cas, ça permet aussi de se rassurer et de voir que on peut devenir champion sur le tard. Hmm. Et juste avant de partir sur vraiment les recettes concrètes à appliquer, si on prend pour le coup les plus grands, tu vois, il y a une étude assez marrante, tu vois, donc l'homme le plus payé, en tout cas de tous les temps, le sportif le plus payé de tous les temps, tout sport confondu, c'est Michael Jordan, mais de très loin devant, Tiger Woods, Ronaldo, LeBron James, Messi, Federer, Beckham, Floyd Mayweather, etc. Qu'est-ce qui explique que Jordan il soit autant devant? Alors, je pense que là aussi, bon, il y a sûrement un petit biais, c'est que Jordan, du coup, il est détenteur d'actions de la société de Jordan. Jordan appartenant au groupe Nike, du coup, les chiffres de Nike sont publics parce que c'est une société cotée en bourse. Et donc peut-être que tu vois aussi, les autres ont des investissements qui sont moins visibles ou Ah oui, moins moins, calculable. moins calculables. Et puis, bah voilà, en fait, il y a toujours une exception, un bon coup, un jackpot. Lui a fait son jackpot en lançant la marque, avec Nike qui a cru en lui, avec une personnalité aussi, je pense, extrêmement iconique, euh, qui fait que, que ça a plu, qu'il était énormément suivi. Il a vraiment révolutionné son temps. Euh, et ouais, et je pense une très bonne fibre entrepreneuriale, hein, quand même, Ouais, plutôt. mais comme on se rend compte qu'à chaque fois, tous ces sportifs, ce qui font qu'ils gagnent le plus d'argent, les sportifs, c'est toujours d'associer un business à côté, quoi. Il y a Federer, il a investi dans On, Ouais. qui est la marque de chaussures de sport. Bon, bah lui, c'était Nike. Voilà, et Tiger Woods, toi, d'ailleurs, c'était aussi Nike. Enfin, je sais plus ce qu'il a, mais ils ont tous. McGregor, il lance des marques de whisky. Enfin, ils ont tous, quand même, quand ils deviennent richissimes, à un moment donné, un passage vers l'entrepreneuriat, et notamment Mm. un truc qui dépasse tous les autres, quoi, j'ai l'impression. Ouais, après on dit tous, il y en a plein dont on ne parle pas et qui font absolument rien et tu vois et qu'on oublie. Je pense le nombre de footballeurs multimillionnaires qui ont terminé leur carrière avec peut-être 1 ou 2 millions sur le compte au minimum et qui, tu vois, n'en ont pas fait grand-chose. Ou et c'est tout bien leur honneur, tu vois, pas de jugement. Il y en a aussi beaucoup, tu vois, dans ce cas-là. Après, effectivement, parmi les plus grands, bah, généralement, ils ont besoin d'avoir un nouveau challenge, ils sont bien entourés, ils ont des gens assez brillants qui arrivent à les convaincre qu'ils pourraient aller dans un autre business. Euh, et puis aux États-Unis, il y a quand même cette culture entrepreneuriale, tu vois, qui est très élevée, où même le gamin apprend à vendre des limonades. Et donc, même le gars, certes, qui a fait l'université, mais sans jamais aller en cours, juste pour devenir joueur de basket pro, bah, il a un peu cette culture. Et puis, il a fait l'université. Et donc, il a eu dans ses potes, potentiellement, un gars de Stanford qui a levé des fonds et du coup il a un entourage très proche. Là où effectivement en France c'est peut-être un peu moins développé et aujourd'hui bah, les footballeurs on les met en centre de formation tous ensemble, on les coupe du monde extérieur et on les éduque pas du tout financièrement et entrepreneurialement quoi. Ah ouais, Voilà. c'est vrai que tu as raison, c'est un truc d'éducation à l'argent, quoi. Ah, clairement, Il ouais. y en a plein qui finissent ruinés, et ça, mais je crois que la stat était hallucinante, genre 60% des joueurs NBA finissent avec, tu vois, ruinés ou avec peu d'argent, quoi. Ils dépensent tout, en fait, ils épargnent jamais, et puis ça, c'est les Ah, Américains ouais. en plus, quoi. Ah ouais, ils ont des rythmes de vie très très élevés et ils arrivent pas à Mais revenir c'est vrai vers. aussi dans l'entrepreneuriat, je veux dire, moi je connais plein de gens qui ont du succès professionnel, tu vois, Ah et ouais? qui dépensent tout. Non, mais c'est vrai, hein, ou qui mettent tout sur un livret A, ou qui n'ont pas de patrimoine hors de leur entreprise. Il y en a plein, tu vois, Hmm. et qui du coup sont flippés parce que bah, c'est un peu vendre ou rien, tu vois. Et il y en a plein, je veux dire, même des patrons de PME comme ça qui ont leur entreprise pendant des années, et là à la fin qui se retrouvent un peu le cul par terre parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un repreneur et tout leur argent est dans l'entreprise, quoi. Ça, c'est un peu le parallèle, là, je trouve. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah,
c'est effectivement l'idée de se dérisquer, de se créer une deuxième identité, pour tous les performeurs, je pense que c'est un sujet d'équilibre également. Ouais. Mhm. Pour terminer sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place, tu vois, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que toi tu as appris? Déjà, si tu pouvais nous donner le top 3 des choses que tu as, que t'as appris avec ces 400 interviews, que tu as mis en place dans ta vie de tous les jours et que tu nous recommandes, ce serait quoi? Ce qui me marque beaucoup, c'est t'en as parlé un petit peu avec les routines pour sortir du stress. Dans le sport, on appelle ça le conditionnement ou l'échauffement. Tu vois, si je vais demander à Kevin Mayer les 24 heures avant de partir sur son décathlon, c'est les 24 heures exactement les mêmes et c'est toujours ce sentiment de contrôle, toujours exactement la même chose. Et moi, je vois effectivement peut-être beaucoup de gens qui ont un quotidien un peu chaotique, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés, mais qu'on va appeler les performeurs, ou tu vois des gens qui ont envie de se dépasser, avoir peut-être des quotidiens assez chaotiques, et effectivement remettre cette couche de conditionnement, remettre cette couche de routine, quelle qu'elle soit, va forcément être vertueuse. Tu vas avoir des ancrages, des choses sur lesquelles on peut se rattacher. Et ça peut être avant tes calls commerciaux, avoir un petit geste pour te motiver, tu vois, avant des moments qui sont importants pour toi, avoir des petits gestes, des petits gris-gris, comme on peut dire. Euh, c- Tous les sportifs en ont. Ça permet comme tu l'as dit, de se détacher du stress, de se remettre de s'ancrer dans la réalité. C'est hyper intéressant. C'est quoi le tien? Moi, j'ai l'écriture de mon carnet dans ma journée avec 3 gratitudes, 3 fiertés, 3 apprentissages de la veille et 3 objectifs pour la journée. Tu vois, Et et ça, tu le fais tous les jours. tous les jours. Et ça m'aide à faire ma to-do, tu vois, et de savoir vraiment quelles sont les vraies priorités parmi les 10 000 priorités qu'on a tous. Euh, et aussi essayer de repenser à ma journée de la veille, ok, qu'est-ce que j'ai appris hier, qu'est-ce que je débriefe, tu vois. Et je pense que débriefer, c'est hyper important. Euh, une autre chose que j'ai remarqué, si tu veux, un peu dans tous les hacks, tous les sportifs de haut niveau, je pense, ont un sommeil d'une façon ou d'une autre un peu démesuré. Soit ils arrivent à récupérer beaucoup plus en très peu de temps, soit ils arrivent à dormir énormément. Euh, on va l'expliquer pourquoi. Euh, Aujourd'hui, je rencontre de plus en plus enfin quasiment tous les athlètes de haut niveau, c'est masque, boule qui est, pour essayer d'optimiser en fait ça. Je pense que d'ailleurs, je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs qui dorment aussi avec des boules qui est et avec qui sacralisent vraiment leur sommeil. D'ailleurs, sur le sommeil, ouais, on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était la taille du lit. Plus le lit est grand, moins tu touches ton ou ta partenaire. Et donc, ça joue sur le nombre de réveils que tu as. Les apnées du sommeil, c'est très fortement lié à ton poids, que ce soit de la matière grasse ou que ce soit du muscle d'ailleurs. Donc même les très très musclés ont des problèmes d'apnée du sommeil pour les obstruations de là. Il y a d'ailleurs des nouveaux médicaments là, qui permettent de réduire très fortement les apnées du sommeil. Donc si jamais ça arrive à certains entrepreneurs, n'hésitez pas à le faire. Euh, voilà, enfin, Donc, t'avais des... donc en gros, Ouais. le truc activable, c'est de toute façon prendre soin de ton sommeil, Ah ouais, ne pas de le ouf, négliger. de ouf. C'est quoi le nombre d'heures idéal? C'est quoi ce que tu as observé chez eux? C'est quoi en général? En fait, il n'y a pas de nombre d'heures idéal, c'est plutôt le nombre d'heures idéal pour toi. Et le nombre d'heures idéal pour toi, tu le sais uniquement quand tu pars en vacances, quand tu te relâches de tout le stress et que pendant 2 semaines d'affilée, tu arrêtes de mettre ton réveil et tu te couches. Tu vas, si possible, t'endormir. Pas après t'être mis trop une cuite avec tes potes, mais plutôt quand tu le ressens et que tu en as le besoin. Et en fait, tu comptes le nombre d'heures de sommeil naturel. Et en fait, ça, c'est ton nombre d'heures de sommeil vraiment nécessaire, quoi. Voilà. Ok, hyper bon tips. Et un troisième auquel tu penses, ce serait quoi? Que tu as Euh, retenu? Nutrition peut-être, alimentation? ouais, le sujet de la nutrition, c'est un sujet qui est tellement dépendant de ton profil adipocytaire, donc c'est-à-dire ta façon de consommer tes graisses, de ton génotype. Tu vois, on se rend compte que typiquement,
les Asiatiques, les Africains, les Européens, les Panaméricains, bah, ils ont pas du tout les mêmes bactéries dans l'intestin et donc ils digèrent pas du tout de la même façon et du coup les mêmes régimes ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Euh, Après, s'intéresser quand même au sujet de la glycémie, des pics de glycémie, c'est un sujet, notamment chez beaucoup d'entrepreneurs que je vois. Il y a beaucoup quand même d'hyperactifs. Je sais pas ce que tu en penses, ton avis. Clairement. Et donc, avoir contrôlé sa glycémie, manger bien protéiné le matin, généralement sur la cible entrepreneur, ça marche bien. Donc pas trop de produits transformés le matin et plutôt concentré sur des protéines pour maximiser son pic de concentration le matin. Encore une fois, il y a des chronotypes, il y a des gens qui sont plus concentrés le matin, d'autres qui sont plus concentrés le soir. Se poser la question d'ailleurs de quel est son chronotype, je pense que c'est intéressant. Euh, et tu veux creuser un petit peu ces sujets-là Non, mais si tu as ouais, des questions, tu vois, si tu veux en creuser fait, pour toi ou ouais, pour d'autres pour avoir des questions un en peu fait, concrètes, mais je trouve que de manière générale, c'est vrai que par exemple le sommeil, je trouve que c'est assez activable parce que en effet, à partir du moment où tu as compris qu'il fallait dormir, bon effectivement c'est entre 7 et 9 heures quand même globalement ce qu'ils disent, tu as raison, faut que la mesure elle se fait en vacances, etc. Mais je trouve que c'est pas trop compliqué à mettre en place, même si pour certains ça suppose un sacrifice social, un sacrifice sur l'alcool et tout, c'est sûr, tu vois, mais c'est pas trop compliqué à mettre en place, je trouve. Bah, ce que Euh, tu peux faire, c'est tu pars en vacances une semaine. Les 3 premiers jours, tu décompresses, tu profites avec tes potes. Et pendant 3 jours d'affilée, tu essayes d'avoir un rythme de vie à peu près sain, tu vois, et de limiter l'alcool. Et tu regardes le troisième jour. Tu essayes de regarder sur ces trois jours-là combien tu dors. Et le troisième, quatrième jour, tu regardes ta durée de sommeil. Et c'est probablement ta durée de sommeil idéale. Tu vois. Ouais, non mais ça c'est nickel. Les routines, moi c'est pareil, je conseille à moi tous mes clients entrepreneurs que je coach, c'est toujours effectivement une routine, l'écriture. Après il y a différentes façons de faire de l'écriture, mais déjà juste vider les poubelles mentales tous les jours, c'est déjà super bien. Mais l'alimentation, je t'avoue que moi c'est le truc sur bon, je fais plus gaffe en fait, à manger plus de légumes verts, plus de, tu vois, moins de produits transformés, moins de graisse, etc. Évidemment, mais tu vois, j'ai reçu un expert en longévité Qui qui est un peu ça? le Brian Johnson français, Serge Allen, qui est un ancien Ouais, ouais, entrepreneur. vas-y. Et le podcast est parti vraiment viral sur YouTube. Et lui, si je devais résumer ces deux tips, tu vois, c'est sardine et jeûne extrême, quoi. Hmm. Il dit, et il fait du jeûne intermittent tout le temps. Donc il bouffe jamais le soir, il a toujours au moins 12 il bouffe que Attention, dans hein. un créneau de 3 heures dans la C'est journée. pas pour tout le monde, hein. Lui, Ouais. il dit que c'est quand même le jeûne, c'est accessible à 95% des gens, tu vois. C'est ce qu'il dit lui. Bah, si tu vas en Afrique, je pense pas. Enfin, tu vois, ou si tu vas en Asie, je suis pas sûr. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont des profils de microbiote qui sont très très différents d'une autre. N'absorbent pas le sucre de la même façon que nous. Ils n'ont pas les mêmes aliments, les mêmes fruits, les mêmes légumes, tu vois, que nous. Donc, à challenger, tu vois, faut regarder, faut regarder. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas fait pour absorber du glucide toute la journée et des produits transformés toute la journée. Ça, c'est sûr et certain. Mais je le rejoins, la majeure partie des gens, faudrait regarder. Il parlait des femmes aussi. Ah oui, je crois que c'est plus difficile pour les femmes, c'est ça? Et en particulier les Ouais, femmes enceintes, c'est clair que non, mais il faut pas le Hmm. faire, quoi. Mais s'il y a une étude qui montre que pour les femmes, c'est plus dangereux que pour les hommes, c'est ça? Ouais, il commence à y avoir un consensus scientifique sur attention au jeûne intermittent sur les femmes. Ah Je waouh. connais, je connais pas assez, j'ai pas encore assez creusé le sujet, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Ouais. Ouais. Ok. Bon, mais voilà, mais je trouve que la nutrition, de manière générale, c'est pas évident. En revanche, tu vois, c'est pareil, hein, t'as parlé d'un truc qui est parti en live, et qui a fait un énorme buzz. C'est un patron chinois qui paye ses salariés pour courir. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que c'est une dinguerie, quoi. Et qu'est-ce que t'en retiens, tu vois? Bah écoute, j'ai essayé de creuser, c'était difficile d'avoir des infos tu sais, sur les médias chinois, même avec tu vois, la traduction et tout, mais c'est un patron de start-up qui est fan d'ultra trail et qui en fait euh, est convaincu que plus ses salariés courent, plus ils sont performants et heureux au travail. Alors il faut savoir que j'ai creusé un peu sur lui, c'est quand même un, un membre de la diaspora chinoise. T'es assez typique, qui est allé faire toute son éducation aux États-Unis, qui a bien ouvert ses chakras, qui a tourné un peu en Europe et qui est revenu après en Chine monter sa boîte. Et ça a l'air d'être, c'est une boîte dans la tech. J'ai pas eu plus d'infos que c'est une boîte dans la tech, mais en tout cas c'était un logiciel. Et lui, en fait, sa conviction, c'est que effectivement les développeurs passaient trop de temps derrière leur bureau, que pour être performant,
Ils ont besoin de se lever, de marcher. Et notamment, en fait, il s'est beaucoup appuyé sur une récente étude qui montre que la longévité et la performance cognitive, en fait, elles sont corrélées non pas au nombre de pas que tu fais par jour, mais par le nombre de pas d'affilée que tu fais par jour. En fait, on s'est rendu compte que tu vas vivre, tu vois, les fameux 10 000 pas, 20 000 pas, c'est bien de marcher par jour. Euh, oui, ça a un impact, mais à condition de marcher longtemps, en fait. Si tu veux vraiment que tous les bienfaits de la marche aient un bénéfice pour ta cognition, ton bien-être et ta longévité, si tu marches 10 fois 5 minutes dans la journée, c'est beaucoup moins intéressant que de marcher 2 fois 30 minutes, par exemple. Hmm. Et que le mécanisme physiologique, en fait, il se déclenche à partir de entre 20 et 30 minutes. Et donc lui, il s'est inspiré un petit peu de ça, et donc il a encouragé effectivement tous ces salariés à courir, et dans un but de réduire le nombre d'arrêts maladie, d'augmenter leur niveau de bonheur, et Et que ça a un impact sur les résultats de l'entreprise. exactement, et d'aller chercher un impact sur les résultats de l'entreprise. Donc hyper intéressant, on va voir. Après, voilà, c'était une info qui a tourné comme ça, on verra les résultats. Est-ce que. Et ce qui était intéressant, c'est que la prime est quand même progressive en fonction du nombre de kilomètres. Moi, je me pose si à 150 kilomètres par mois, ou je sais plus, enfin, il y avait un palier où ça paraissait presque être déraisonnable, tu vois. Après, c'est comme tout, hein. Le sport, c'est une courbe de Gauss. Si t'en fais pas beaucoup, bah t'es pas en bonne santé. Si t'en fais trop, bah t'es peut-être plus non plus en bonne santé. Et lui, c'était un peu limité avec ça. Voilà. Extrême. Voilà. Euh, Est-ce que tu te considères. Moi, j'ai l'impression, tu vois, je bosse sur YouTube avec. Sur YouTube, en fait, il y a beaucoup des gens qui sont dans le game de YouTube qui sont très jeunes, tu vois. Moi, par exemple, mon agence YouTube, c'est deux jeunes de 19 et 20 ans, tu vois. Et ils sont brillants et je suis trop content, finalement, qu'ils m'apprennent la vie. C'est une bonne leçon d'humilité. Ils sont vraiment au fait tu vois, de l'algorithme, des tendances et tout, c'est intéressant. Et quand je parlais à Ange, tu vois, que je salue, qui habite à Lille, il me disait, mais moi, dans ma génération, on boit beaucoup moins d'alcool, on sort beaucoup moins, on fait moins la Mm. fête, on se couche plus tôt et en fait, on a envie de réussir, tu vois. On a envie de gagner de l'argent, on a envie de réussir, etc. C'est un truc que tu constates aussi, toi, dans cet écosystème sportif dans lequel tu es. Ouais, et d'ailleurs, il y a une étude américaine qui vient de corroborer ça. Et c'était marrant, et on s'attendait pas du tout à trouver ça. Et ça a été corroboré d'ailleurs enfin, Google a approuvé. En fait, on demandait les niveaux de dépenses des études, enfin des jeunes en ce moment. En fait, on s'est rendu compte qu'avec la crise aux États-Unis, les jeunes en fait avaient un peu moins d'argent en ce moment. Il y avait plein de sujets sur lesquels ils dépensaient moins, mais le seul sujet sur lequel ils dépensent pas moins, c'est la santé, le sport, longévité, bien-être. Et à l'inverse, jeux vidéo, ça baisse, junk food, ça baisse, alcool, ça baisse, plaisir, voyage, ça baisse. Donc ça montre quand même que, tu vois, les générations jeunes, les étudiants américains notamment, sont de plus en plus sensibles à ces discours-là. Euh, et les alcooliers aujourd'hui le disent. Il y a des baisses de consommation d'alcool claires et fréquentes des jeunes, quoi, des jeunes en France. Donc, euh, désolé les alcooliers, désolé les agriculteurs, mais c'est une bonne chose, je pense, pour, Ouais. notre culture santé. Ouais, ouais, mais comme quoi, tu vois, finalement, les campagnes, t'as l'impression que quand ils te mettent arrêter la clope ou arrêter l'alcool, c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, manger 5 fruits et légumes, tout ça, t'as l'impression que c'est bullshit, ça ne marchera jamais. En fait, sur 10-15 ans, le fait qu'un discours devienne répété, 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 en fait, peut-être que tu vois, les gens, ça les fait bouger, quoi, tout Ouais, simplement. ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis je pense que, ouais, en France, il y a eu pas mal il y a aussi des petits drames, tu vois, de meurtres sous alcool, des histoires un peu comme ça, à voir. Ouais, il y Mais a des accidents ouais, des volants, accidents. Je pense que ça fait réfléchir, quoi, tu vois, ce genre bien ce sûr. genre d'affaires. À l'inverse, j'ai l'impression que dans notre génération, tu vois, qui a, on va dire, 30, 35, 40, euh, c'est un peu encore Netflix indispensable, salle de sport, enfin, tu vois, 50 balles de Netflix indispensable, tu sais ce que tu disais, tu vois, salle de sport, 30 euros facultatif, tu vois, quand Mhm. même. Tu trouves ça aussi ou qu'est-ce que Bah, tu en penses? on est. Je pense qu'on est la génération un petit peu de l'entre-deux, tu vois. Mes parents
Ils ont 60 ans, c'est dur de leur dire allez marcher 10 000 pas par jour. Et pourtant, ils sont hyper bien éduqués, ils ont bac+5 tous les deux, des très très belles carrières. Ils lisent énormément, c'est des intellectuels purs. Et pourtant, arrêter le petit verre de vin du soir, c'est compliqué. Les forcer à aller bouger, c'est compliqué, tu vois. Et j'ai l'impression, en parlant avec d'autres. Donc j'ai l'impression qu'il y a des générations, tu vois, plus anciennes qui avait une autre culture de vie, tu vois, le French paradoxe à 200%. Et nous, on est un peu la génération un peu entre deux, tu vois, avec ces jeunes qui font beaucoup plus attention aujourd'hui. Donc, euh, de mon constat, on est un peu la génération où, effectivement, toute la semaine, on est hyper sain, on a l'environnement à la salle de sport, on mange du quinoa et on se fait un salade bar le midi. Et puis le week-end, on s'amuse beaucoup plus. Faut vivre aussi, tu vois, il faut un équilibre et chaque clair. génération a ses besoins, quoi. Même Serge, tu vois, qui disait dans notre épisode, il disait quand même, il disait deux trucs intéressants. Il disait en fait, lui, pendant 10 ans, de ses 15 à ses 25 ans, 27 ans, tu vois, 17, 27, un truc comme ça, il était hacker et il bouffait des pizzas comme un gros lard, tu vois, et vraiment, il se traitait hyper mal. Et en fait, il est quand même dans le top 100 aujourd'hui des personnes qui rajeunissent le plus. Parce qu'il a fait les efforts, parce qu'il travaille sur son sommeil, parce qu'il travaille sur l'alimentation, parce qu'il fait du jeûne, parce que plein de trucs, tu vois. Parce qu'il fait du biohacking de manière générale, tu Ouais, vois. ouais. Euh, voilà, donc en fait, on peut aussi. Et par ailleurs, lui, avec son hygiène de vie, il s'autorise aussi des excès de temps en temps parce qu'il dit ça, justement. Le corps, il peut absorber un excès de temps en temps. Il peut pas avoir une hygiène de vie globale mauvaise, mais par contre, genre, c'est pire de boire 2-3 verres tous les jours que se mettre une cuite une fois et plus jamais après pendant au moins des mois, tu vois. En gros, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Ouais, là c'est difficile, tu vois, parce on a assez peu d'études scientifiques sur le sujet, tu vois, qui pourraient suivre des binge drinkers occasionnels versus des buveurs réguliers, tu vois. Euh, et ça serait intéressant d'avoir des études scientifiques sur le sujet. Malheureusement, c'est des études qui coûtent cher parce qu'elles durent longtemps et il faudrait essayer de décorréler, tu vois, plein d'autres facteurs euh, néfastes à la santé. La cigarette, potentiellement des drogues, d'autres, des rythmes de vie. Mais effectivement, on a tendance à croire que le corps est une très très belle machine, qu'elle sait très bien se recycler, se reconstruire et que un gros excès une fois, le corps arrive à le nettoyer plutôt bien, quoi. Hmm. On arrive à la fin de l'épisode. C'est qui le, tu vois, peut-être le sportif ou l'entrepreneur qui t'inspire le plus? Alors, donc, on va faire les deux, tu vois. C'est qui le sportif qui t'inspire le plus dans ta vie et pourquoi? Et c'est qui l'entrepreneur ou le modèle d'entrepreneur qui t'inspire le plus et pourquoi? Euh, Waouh. Écoute, celui qui m'inspire, je pense que la jeune génération, Léon Marchand, Wemby, m'inspirent beaucoup parce qu'ils ont très vite intégré les sujets de santé mentale, de s'autoriser à se montrer vulnérable, faible, à se faire accompagner et à très vite intégrer dans leur écosystème de performance de la pluridisciplinarité. On le voit beaucoup chez Wemby où il va faire des stages de kung-fu l'été, il lit des mangas avant ses matchs, il fait de la peinture, il joue aux échecs, enfin tu vois, il a créé un espèce d'écosystème d'équilibre psychologique très développé. Et je trouve que c'est hyper inspirant et ça nous montre en fait à quel point on a, on a besoin de se nourrir de différents domaines. Donc moi je suis très inspiré par lui et sa jeunesse. Léon aussi s'est très vite fait accompagner sur la partie mentale et il a eu des sujets, tu vois, de dépression, d'angoisse, de surentraînement très poussés. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il a évolué là-dessus. Et il a décorrélé son identité de je ne suis pas uniquement un nageur, je ne suis pas uniquement un champion olympique, je suis aussi un mec sympa, je m'intéresse à plein de choses. Et je pense que ça lui fait du bien d'être aux États-Unis pour développer ça, parce qu'on ne lui rappelle pas à tous les coins de rue que c'est un champion olympique. Et là-bas, il est. Bon, si, il est quand même Léon Marchand, mais il est
personne. Ce qui aide beaucoup à, je pense, une certaine forme d'équilibre mental. Donc voici pour les sportifs. Et après, pour les entrepreneurs, écoute, pas facile, il y en a tellement qui m'inspirent. Mathieu Stéphanie est une certaine forme de modèle pour moi sur la création de contenu. J'aime beaucoup Nicolas Piès aussi sur Campus Coach et René Gadix. Bootstrap d'ailleurs, je crois, entièrement. Ouais, parce qu'il avait postulé au club Bootstrap à un moment donné, donc on salue. Et Mathieu Stéphanie en faisait partie. Effectivement, c'est 2 modèles Bootstrap, c'est bien. Bonne référence. Et ouais, Nicolas, pourquoi? Parce qu'il avait pendant très longtemps été créateur de contenu et à un moment donné, il a passé le cap, il est devenu entrepreneur avec une boîte et la création de contenu est venue nourrir sa boîte. Il s'est très bien entouré et c'est un vrai succès, il l'a fait avec passion. Et je me reconnais un peu dans à la fois dans sa curiosité intellectuelle et son côté un petit peu hyperactif et boulimique du sport aussi. Excellent. Voilà, on les embrasse. On les embrasse, exactement. Ok, trop bien. Et si tu devais laisser un message à l'audience, tu vois, sur tous les sujets qu'on a abordés, sur ce lien entre le sport et l'entrepreneuriat, la performance, ce qu'on peut appliquer nous tous dans notre vie de tous les jours, ce serait quoi? Tu aurais envie de dire quoi aux gens? C'est tellement vague. Ouais, grave. C'est tellement de la merde, de questions. Non, c'est tellement vague. Un message, juste un message pour les gens qui nous écoutent, que tu trouves important. Un message, écoute, c'est le message qui est important pour moi. On en parlait ce midi. Il y a 3 degrés de confiance en soi. Il y a la confiance, effectivement, qu'on a en sa personne, ses compétences, ses qualités. C'est très bien. Il y a un deuxième niveau de confiance qui est encore plus élevé, qui est la confiance en les autres. Et à quel point on a confiance en les autres pour les aider. Tiens, si j'ai pas la compétence, je serai capable d'aller la trouver chez les autres, qui est très développé chez les entrepreneurs. Et souvent, le point bloquant chez les entrepreneurs, mais aussi chez les sportifs, c'est une croyance un peu plus divine de se dire, bah tiens, j'ai confiance en moi, en mes compétences, j'ai confiance en les autres, mais aussi j'ai confiance en l'univers pour que tout se passe bien et que les planètes s'alignent et qu'un jour je vais y arriver. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui struggle, qui hurdle et qui hustle, qui sont à se poser plein de questions, à se dire est-ce qu'un jour ça va payer, est-ce qu'un jour ça va marcher, est-ce qu'un jour ça va est-ce qu'un jour je vais connaître le succès, est-ce que le succès c'est du succès financier, et avoir la confiance et moi le travail que je fais c'est j'ai confiance que l'univers est en train de m'amener au bon endroit, au bon moment pour me rendre heureux, me rendre épanoui, et c'est un travail que je fais. Et donc développer sa confiance en l'univers, en les énergies, ça je vais paraître pour un fou et pour un peut-être ça va être un peu gourou, mais pas du tout. Mais en tout cas c'est une certaine forme, tu vois, de loi de l'attraction, j'en sais rien, mais ouais, avoir confiance que les choses vont arriver de manière positive, une certaine forme cultiver son optimisme, c'est un des talents qu'ont les entrepreneurs, je trouve, à succès. J'adore. Avoir confiance dans l'humanité. Toi, moi, j'ai l'impression que je suis encore trop cynique pour ça. Les 2 premiers, il y a j'arrive bien à le l'humanité, travailler. Il y a l'univers. Hein, ouais, je comprends ce que tu veux. Oui, t'as raison. L'univers. Non, mais l'univers, la confiance qu'on est là pour une raison, en fait. Ouais, exactement. Voilà. Et ça peut se retrouver. C'est de la spiritualité en réalité. Et t'as raison. Travailler la spiritualité, ça se travaille aussi. J'ai appris ça aussi en écoutant Serge. Il faut travailler sa spiritualité. Très bon message. Merci beaucoup, Bart, pour ce super épisode. Et retour au travail. C'est ça. Merci à toi. Merci pour tes excellentes questions. Et félicitations pour tout le travail que tu fais. Je trouve que tu amènes. Pour avoir écouté pas mal de tes interviews, tu apportes quelque chose de différent. Et les questions sont deep. Et en même temps, elles sont. Tu arrives à apporter une couche activable, donc félicitations, je te souhaite de continuer à poil et sans filet. Merci, voilà. Merci beaucoup mon vieux, ça fait très plaisir. À bientôt. Ciao. Et abonnez-vous, si c'est pas fait, si vous êtes encore là, c'est que vous avez adoré l'épisode, faites-le, c'est un clic pour vous, c'est gratuit pour vous, mais Mathieu ça l'aide beaucoup, donc faites-le, vraiment il l'a pas dit durant l'épisode, abonnez-vous, c'est gratuit pour vous. C'est beaucoup de valeur pour lui. Ça me fait plaisir. Et faites-le aussi sur Extraterrien, du coup. L'épisode ne se termine jamais. Faites-le sur nous 2. Et allez sur son Insta, il aime bien son Insta aussi. Allez, à plus.